Catastrophe du Boeing colombien qui s'est écrasé près de l'aéroport de Madrid. Il y a 11 rescapés, dont 6 Français, mais ces chiffres doivent être pris au conditionnel. Environ 100 000 partisans de l'école publique manifestaient aujourd'hui à Nantes à l'appel du Comité national d'action laïque. Arrestation il y a quelques minutes de Gaëtan Zampa, le caïd marseillais faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour fraude fiscale. Et puis la tempête dans le nord de la France, un mort, quelques blessés et de nombreux dégâts matériels. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 183 morts et 11 rescapés, c'est le bilan provisoire de l'accident survenu la nuit dernière à un Boeing 747 de la compagnie colombienne Avianca. L'avion s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport de Madrid, en Espagne, lorsque la catastrophe s'est produite. Et c'est d'ores et déjà l'un des accidents aériens les plus meurtriers de ces 2 dernières années. De nombreux Français étaient à bord de l'appareil colombien, puisque 116 passagers avaient embarqué à l'escale de Paris. Parmi eux, il y avait des Français, bien sûr, mais on ne connaît pas pour le moment leur nombre précis. Une seule information précise, et elle nous vient des hôpitaux madrilènes, 6 Français feraient partie des 11 survivants. François Cornet. Le 747 s'est écrasé peu après 1 heure du matin près d'une petite ville de 12 000 habitants, Mayorada del Campo, à 8 km précisément à l'est de l'aéroport de Madrid. La tour de contrôle, qui était en liaison avec le Boeing d'Avianca, a perdu le contact 4 minutes avant l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'équipage n'a diffusé par radio aucun message de détresse. L'appareil était en approche normale, train d'atterrissage sorti, et puis tout à coup, une partie de l'avion s'est embrasée. Depuis la tour, les contrôleurs ont vu l'appareil en flammes perdre de l'altitude. Explosion d'un réacteur communiquant le feu à l'aile puis au fuselage, possible. C'est l'hypothèse généralement retenue dans l'attente du verdict de l'enregistreur de bord retrouvé dès le début des opérations de sauvetage. En s'écrasant au sol, l'appareil s'est entièrement disloqué. Et comme il lui restait, semble-t-il, une grande quantité de kérosène, le 747 s'est immédiatement enflammé. Les sauveteurs n'ont pu s'approcher des restes de l'avion à cause des flammes que 2 heures après l'accident. Les passagers qui n'ont pas été tués sur le coup ont vraisemblablement péri dans l'incendie qui n'a été vraiment maîtrisé qu'à 5 heures du matin. Selon l'un des rares témoins oculaires, le pilote de l'avion a vraisemblablement tenté une ultime manœuvre en changeant de cap afin que le Jumbo ne tombe pas sur la petite ville qu'il survolait au moment où le feu s'est déclaré à bord. Tout au long de la journée, les sauveteurs ont extrait les victimes des débris calcinés du Boeing colombien. Les identifications s'avèrent difficiles, les 25 membres d'équipage ont été tués et la nationalité de plus de 160 passagers n'est pas encore établie. 183 victimes, bilan provisoire, 11 rescapés. Parmi eux, une Vénézuélienne de 31 ans à qui la reine Sophie d'Espagne est allée rendre visite cet après-midi. Lorsque j'ai pu sortir de l'avion, a-t-elle raconté, j'étais comme sur une autre planète. J'ai marché devant moi sans but, comme une folle. J'ai entendu des sirènes, j'ai vu des gens, et je me suis dit, ça y est, me voici sauvé. Oui, alors dans ce type de catastrophe, c'est l'attente des familles, l'angoisse, la peur d'entendre prononcer le nom d'un être cher, figurant sur la liste des victimes qui est le plus douloureux. Et aujourd'hui, les responsables de la compagnie Avianca ont reçu des centaines de coups de téléphone de parents des passagers. Mais écoutez. Attendez, combien de personnes ils étaient? Attendez. Doucement. Je sais que vous êtes touchés, mais Bognol. Êtes-vous sûr qu'eux ils prenaient l'avion hier soir? Bognol. Oui, mais ils partaient sur où? Il y avait sur le bar de 4. Alors je vais vous donner, il y a Bognol Béatrice. C'est vivant. Bernard Cortés, Bognol Célia et Bognol Béatrice, ils sont en vie. Et c'est tout ce que j'ai, hein. C'est tout ce que j'ai, oui. Non. Merci, au revoir, monsieur. Au bureau de la compagnie Avianca à Roissy, durant toute la journée, le téléphone n'a pas cessé de sonner. Les familles, les amis voulaient savoir. Mais la liste des passagers ne donne que des noms, parfois mal écrits, pas d'adresse, pas d'identification précise. On ne sait même pas à l'heure actuelle combien de Français étaient à bord. 116 passagers sont effectivement montés, mais étaient-ils tous Français? Sûrement pas. 24 heures après le drame, la compagnie colombienne Avianca ne sait pas. Elle louait ce Boeing depuis 13 mois. Aucun problème, aucune panne. Qui faisait les opérations normales 3 fois par semaine à l'Europe.
Madrid, Paris et Francfort. Et il a été révisé dernièrement. Il a été révisé il y a 4 mois. C'est-à-dire qu'il était en parfaite condition. Dès demain, des experts de Boeing et d'Avianca vont examiner la boîte noire de l'avion. Alors on saura peut-être pourquoi le 747 s'est écrasé. Et ce soir, la compagnie Avianca met un numéro de téléphone à la disposition du public français, c'est le 862 34 81, préfixe 1. Alors pour le moment, on a très peu de détails sur les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit. Une seule chose paraît à peu près acquise, il y avait le feu à bord de l'appareil. Que peut faire alors le pilote? Comment peut réagir l'équipage? Peut-on se tirer d'une situation semblable? Avec en toile de fond de toutes ces questions, comment l'accident s'est-il produit? Écoutez la réponse d'un pilote de 747. Si on a le feu à un moteur, eh bien, on a un certain nombre d'actions qui sont des actions mécaniques qui consistent, en appliquant la checklist, à couper le moteur, l'isoler de toute son alimentation en carburant, en hydraulique, en électricité, et à décharger dans ce moteur un extincteur. Si le feu ne s'éteint pas, on a un deuxième extincteur, ce sont des bouteilles énormes et très puissantes, on a un deuxième extincteur qui permet d'éteindre le moteur. Si là encore le feu ne s'est pas éteint, il va falloir se poser très rapidement de façon à ce que l'ensemble de l'avion ne prenne pas feu. Et là, il y a une difficulté de pilotage. Il faut maintenir l'avion à une vitesse élevée, 280 nœuds, près de 500 km/h, pour que le feu du réacteur ne se propage pas à l'aile. Ça permet à la flamme de ne pas toucher l'aile. Mais il va falloir ralentir pour se poser, et la vitesse d'atterrissage est 2 fois moins élevée, elle est de 140 nœuds. Il y a donc un moment très délicat pour le pilote, celui du choix du moment où il va réduire sa vitesse pour se poser. Il se peut, et c'est probablement ce qui s'est passé dans ce cas-là, que l'état d'urgence soit tel qu'il est impossible de rejoindre un aérodrome. En général, c'est parce que les fumées dans le poste de pilotage et dans la cabine sont telles que la survie de l'équipage et des passagers est inférieure à la durée d'1 ou 2 minutes. Ces fumées sont très toxiques et il faut poser l'avion d'urgence pour avoir une petite chance de sauver quelques personnes. Et à partir de ce moment-là, on peut estimer qu'il est moins dangereux de se poser sur le sol, en dehors d'un terrain d'atterrissage. Il faut choisir une autoroute, il faut choisir une plage, il faut choisir un champ bien dégagé, ou éventuellement un plan d'eau. Et le problème de l'avion qui s'est écrasé cette nuit, c'est qu'en pleine nuit, il est impossible de choisir son terrain. Et dans ces conditions, les chances de survie sont très très faibles. Voilà donc pour cette catastrophe du Boeing colombien qui a fait 183 morts. Si nous avons d'autres informations, d'autres précisions au cours de ce journal, nous vous les communiquerons bien sûr immédiatement. En France, ce week-end était marqué par la poursuite des manifestations en faveur de l'enseignement public. Et c'est à Nantes que le mouvement le plus important était attendu à l'initiative des laïcs. 700 cars, des trains spéciaux, environ 100 000 personnes, ce haut lieu de l'enseignement catholique qu'est la ville de Nantes était donc investi par les partisans de l'école laïque. Et c'est un rassemblement qui apparaît un peu comme la réplique de la manifestation du 22 octobre où 100 000 partisans de l'école privée, cette fois, avaient défilé dans les rues de la ville. Sur place, Dominique Laurie. La seule école libre, c'est l'école laïque. Ce slogan lancé par le secrétaire général du CNAL fut le leitmotiv de cette manifestation qui a rassemblé ici à Nantes plus de 100 000 personnes. Michel Boucharessas a fait d'entrée de jeu le procès de l'enseignement privé en ironisant sur l'appellation d'école libre. Libre de séparer les enfants, libre de s'octroyer à la fois le beurre, c'est-à-dire le statut privé et le droit d'endoctriner, plus l'argent du beurre, c'est-à-dire les fonds publics à volonté. Derrière la banderole du CNAL, la gauche manifeste aujourd'hui son unité. En tête, les élus socialistes et communistes, les syndicalistes, CGT, CFDT, les syndicats d'enseignants de parents d'élèves. Et partout, le même mot d'ordre, l'unification laïque. Une école laïque. Je suis née avec la fibre laïque. Alors je crois très fort en la laïcité, très fort en la liberté, très fort en l'école publique, en une seule école laïque. J'estime qu'en ce moment, tout n'est pas fait pour l'école publique. Rassemblement de masse pour la création d'un service public et laïque d'éducation, mais également manifestation de mauvaise humeur, de colère parfois, à l'égard de la politique scolaire du gouvernement. Je crois que c'est la concrétisation, si vous voulez, je dirais pas du mécontentement, mais enfin tout de même d'une attente un petit peu défensive vis-à-vis de la majorité gouvernementale pour lui demander de tenir ses engagements historiques.
Indiscutablement, Alain Savary était aujourd'hui la cible d'une grande partie des manifestants de gauche. Pas encore une hostilité très marquée, mais déjà des critiques de plus en plus fortes. Il s'agit d'une réaction spontanée de la base militante, sans aucun doute irritée et mécontente des propositions récentes du ministre de l'Éducation nationale. Ça n'était pas le mot d'ordre de la manifestation, mais c'est sans aucun doute un avertissement. La campagne du Comité national d'action laïque est loin d'être terminée. Dimanche prochain, manifestation à Marseille. Et deux autres manifestations se déroulaient aujourd'hui, d'abord à Rodez, toujours à l'appel du Comité national d'action laïque, le CNAL, mais aussi à Concarneau et à Morlaix pour la fête de l'enseignement libre catholique cette fois. En politique, Valéry Giscard d'Estaing s'adressait cet après-midi aux élus UDF de Paris. Pour l'ancien chef de l'État, l'année 1985 sera l'année de l'entente sur le plan de l'action politique entre les formations de l'opposition, tandis que 1984 sera celle de l'entente autour d'objectifs simples, répondant à la demande des Français. L'ancien président était par ailleurs l'invité d'honneur du mouvement des jeunes giscardiens qui tenait aujourd'hui son congrès. L'occasion pour M. Giscard d'Estaing de lancer un appel à la réconciliation. 3 millions de jeunes voteront pour la première fois en 86. La France a besoin de vous. Aidez-moi, a dit Valéry Giscard d'Estaing aux 700 jeunes venus l'écouter. Mon objectif, c'est de réconcilier 2 Français sur 3 sur l'essentiel. Vous me direz, ce n'est pas les objectifs qu'on entend habituellement exposés par les hommes politiques qui disent « je voudrais être élu à tel poste, je voudrais être candidat à tel autre ». C'est possible. Supposez que j'y parvienne. Supposez que même j'aide à y parvenir. Ne croyez-vous pas que c'est quelque chose de beaucoup plus important que d'avoir exercé ici ou là, à tel moment de sa vie, telle ou telle fonction particulière? Alors, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Et est-ce possible? Et si je vous en parle un peu longuement, c'est parce que je pense que c'est dans cet effort-là que vous devez m'aider et me soutenir. Et cette vraie majorité de 2 Français sur 3, il ne faut pas la chercher, il faut l'incarner, il faut l'être, vous-même et nous-mêmes. Et d'ailleurs, lorsqu'on le fait, lorsqu'on incarne cette majorité de 2 Français sur 3, on la crée. Politique toujours avec Laurent Fabius, qui était l'invité du Club de la presse d'Europe numéro 1. Il a répondu, entre autres, aux critiques contre le projet de loi sur le statut de la presse. Nous écoutons M. Fabius. On dit d'abord, mais ce projet, il est dirigé contre un groupe. La preuve, c'est qu'il ne touche qu'un groupe, il touche essentiellement un groupe. Mais cette objection, alors là, je dois dire que les bras m'en tombent. Il existe en France un très grand trust. Si une loi antitrust passait à côté de ce trust, alors ce ne serait pas une loi antitrust. Vous voulez parler de l'État et de l'audiovisuel, peut-être? Non, je vais y venir. Je veux parler du groupe Persan. Du groupe Persan. La deuxième objection, M. Vasseur, c'est celle que vous venez de faire, à laquelle je vais répondre. C'est une objection qui aurait été parfaitement fondée si vous l'aviez adressée à nos prédécesseurs. Ah, mais je m'en suis pas privé à l'époque. Vous avez raison, mais malheureusement, vous n'avez pas été entendu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pu. Parce qu'à l'époque, il y avait monopole total en matière de presse audiovisuelle. Et puis, il y avait une législation sur la presse qui paraît critiquable. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de nous attaquer à ces 2 problèmes. Sur le plan de l'audiovisuel, nous avons cassé le monopole de programmation et ensuite nous avons permis la création de radios locales et je crois qu'il y en a 800. Donc c'est un mouvement d'ouverture. Et ce mouvement d'ouverture pour la presse audiovisuelle, qui est très heureux, me semble-t-il, eh bien nous le poursuivons pour la presse écrite en disant il faut limiter les trop grands trusts. Politique, encore et toujours, avec une petite phrase de Georges Marchais, qui était l'invité du forum de Radio Monte-Carlo. M. Marchais a réaffirmé que les travailleurs sont mécontents de l'actuelle politique économique menée par le gouvernement, et notamment de la réduction du pouvoir d'achat. Ils étaient au départ une dizaine de jeunes immigrés, ceux qu'on appelle les immigrés de la 2e génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés en France de parents immigrés.
Et c'était au lendemain des agressions commises l'été dernier contre plusieurs des leurs. L'idée était simple, parcourir la France pour proclamer le droit à l'égalité et le refus du racisme. Ils sont partis le 15 octobre de Marseille, ils étaient alors un peu plus nombreux, une quarantaine, destination finale, Paris. Aujourd'hui, ces marcheurs sont arrivés à Amiens, ils ont vu des Français tout au long de leur voyage, ils ont parlé avec eux, ils les ont aussi écoutés. Isabelle Bechler a voulu connaître leur réaction. Et contre le racisme, parti le samedi 15 octobre de Marseille pour arriver le samedi 3 décembre. Ils sont une quarantaine, moyenne d'âge 24 ans. Il y a du Gandhi et du Luther King dans leur démarche, mais surtout une énorme impatience d'en finir avec le racisme. Nous avons entrepris donc cette lutte en espérant que amener la majorité des Français à se poser la question suivante. Qui sont dans l'affaire les gens qui créent l'insécurité? Qui sont les délinquants? Qui sont les gens violents? Est-ce que ce sont nous, jeunes issus de l'immigration, qui avons décidé de lutter de manière non violente et de faire le premier pas, donc, et de dialoguer avec les gens? Ou bien est-ce que ce sont les gens racistes qui, eux, incitent à la haine raciale? Toute la question est là. Depuis 2 ans, une quarantaine de jeunes maghrébins ont été tués ou blessés dans les banlieues des grandes villes. D'ailleurs, l'idée de cette marche est née dans la cité des Minguettes à Lyon, pour réveiller les Français endormis sur les lauriers socialistes pour qu'ils se remobilisent contre le racisme. Plus la marche progresse, plus les soutiens affluent. À Strasbourg, on n'avait pas vu 2000 personnes dans la rue depuis belle lurette. Moi, je suis d'accord avec eux parce que j'ai toujours travaillé avec des immigrés. Maintenant, je suis à la retraite, hein, et ça fait plaisir de voir qu'on est avec eux. Avec les immigrés. Parce qu'il faut quand même un peu arrêter le racisme, surtout quand on commence à tuer. Égalité, dignité, compréhension mutuelle, ce sont les thèmes de campagne des marcheurs, qu'ils soient enfants d'immigrés ou français, comme Marie-Laure. J'ai été à l'école avec des gens d'origine étrangère, je serai amenée à travailler aussi avec ces gens-là, donc je ne dois pas faire de discrimination. C'est mes amis au plan professionnel, au plan privé. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une confiance et qui passe, et puis qu'il y ait une compréhension entre les uns et les autres. Je voudrais que vous sachiez aussi une chose, c'est que je serai toujours avec vous, que ce soit des choses, c'est-à-dire toujours, je ne vous laisserai jamais tomber. Merci, merci. Surprise chaleureuse dans le week-end alsacien des marcheurs, Georgina Dufoy est venue marcher et parler quelques heures avec eux. Le ministre et les marcheurs se retrouveront le 3 décembre à l'arrivée à Paris. Effectivement, cette marche arrivera le 3 décembre et un grand rassemblement aura lieu place de la Concorde à cette occasion. Reste que les problèmes rencontrés aujourd'hui par les immigrés préoccupent beaucoup les milieux judiciaires français. Et ces problèmes étaient naturellement au centre des discussions lors du congrès du syndicat de la magistrature qui s'est terminé ce soir. Le syndicat de la magistrature est un syndicat minoritaire en France puisque un magistrat sur 5 seulement y adhère. Il apparaît pourtant aujourd'hui comme l'aile marchande des syndicats de magistrats. Souvent provocateurs, très largement à contre-courant des idées reçues, ces prises de position ne laissent jamais complètement indifférents. Paul Lefebvre a suivi pour nous ce 16e congrès, pas tout à fait comme les autres. Le syndicat de la magistrature représente en nombre environ un magistrat sur 5 en France, mais son influence, illustrée par la présence nombreuse de ses membres au poste de responsabilité, est beaucoup plus importante. Situé très franchement à gauche, le syndicat de la magistrature s'est toujours voulu une force de proposition, souvent dérangeante, mais nécessaire, c'est vrai, à l'évolution de la justice en France. Reste que 2 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir, le syndicat de la magistrature se place parmi les déçus. On ne va pas assez vite, assez loin, la gauche traîne les pieds sur le chemin des réformes. On a vu peu à peu dans les textes se glisser quand même certaines réformes avec lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord. Je pense au contrôle d'identité, je pense à la réponse immédiate des tribunaux, les saisines d'urgence, etc. Et je pense au fait qu'il puisse y avoir des procédures de reconduite à la frontière sans en réalité de droit d'appel. Voilà. Illustration de la déception du syndicat de la magistrature, la politique à l'égard des immigrés. Le gouvernement, dit le Congrès, met en place un véritable droit d'exception à l'égard des étrangers et d'une certaine manière encourage la démagogie dans l'opinion publique. Tout cela nous a conduit effectivement à dire que cette construction juridique consistait une véritable législation d'exception. Et le danger que nous voyons actuellement, c'est que l'on focalise donc sur les immigrés clandestins, alors que nous pensons que ce problème de l'immigration clandestine, qui est un problème, est en fait un problème tout à fait résiduel par rapport au problème des immigrés. Et que dans l'opinion publique, on en arrive à penser que chaque fois
que finalement on va reconduire à la frontière un immigré clandestin, c'est un immigré tout court que l'on reconduit, et que l'on fasse naître dans l'opinion, disons, peut-être une montée du racisme et de la xénophobie. Sans vouloir peut-être l'avouer, le syndicat de la magistrature vient de donner un coup de barre, plus à gauche bien sûr, mais aussi et surtout en direction du débat d'idées qui est peut-être sa véritable vocation. Le syndicat de la magistrature est déçu de l'exercice du pouvoir, mais tenace, va continuer d'aiguillonner la gauche. Je vous le disais en titre, Gaëtan Zampa a été arrêté tout à l'heure à Fos-sur-Mer. Gaëtan Zampa est considéré comme l'un des parrains de la pègre marseillaise et un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui pour fraude fiscale. Je vous propose de voir avec Bernard Marchetti quel est le portrait de Gaëtan Zampa. Gaëtan Zampa, 50 ans, parrain de la pègre marseillaise. À tort ou à raison, son nom a été mis en avant lors de chacune des grandes affaires criminelles de la région. En juillet 1976, ces spécialistes auraient, dit-on, prêté la main à Albert Spaggiari pour le casse de la Société Générale à Nice. Le 3 octobre 1978 à Marseille, 4 hommes ont fait irruption dans un bar, le bar du téléphone, et ouvert le feu. 9 blessés ont été achevés d'une balle dans la nuque. Zampa aurait pu, dit-on, commanditer le massacre. 21 octobre 81 à midi, le juge Pierre Michel rentre chez lui à moto. 2 motards l'abattent et disparaissent. Une fois de plus, les pistes semblent conduire à Gaëtan Zampa. Mais elles sont si habilement brouillées que l'enquête n'aboutira pas. Alors la décision est prise de frapper l'insaisissable caïd au seul point sensible. Une enquête fiscale est ordonnée. C'est la rafle dans une trentaine de discothèques, toutes contrôlées par le clan de Zampa. On passe la comptabilité au crible et à chaque anomalie on inculpe. Bilan de l'opération, 21 inculpations, 11 personnes écrouées, dont la femme de Zampa, Christiane, gérante du Krypton près d'Aix-en-Provence, et son avocat conseil, maître Dutheil. Un mandat international est lancé contre Zampa, que l'on croit caché en Italie. C'est tout un empire du milieu qui s'écroule. Et cet après-midi, enfin, l'arrestation de Gaëtan Zampa lui-même, le caïd, est tombé. Oui, Gaëtan Zampa a donc été déféré au parquet et écroué ce soir. À l'étranger, la tension est montée d'un cran aux Philippines où de très imposantes manifestations se sont déroulées aujourd'hui pour réclamer la démission du président Marcos. Une manifestation semblable avait déjà fait une dizaine de morts et une centaine de blessés le 21 septembre dernier. Et aujourd'hui encore, ce sont les étudiants qui menaient le cortège auquel participaient également les syndicats ouvriers du pays. Bernard Benyamin. T-shirts, survêtements et ballons jaunes, ils étaient aujourd'hui 100 000 Philippins dans la rue, vêtus de jaune, pour célébrer l'anniversaire de leur héros, Benigno Aquino, assassiné à son retour à Manille le 21 août dernier. La légende veut qu'au moment de sa mort, le leader de l'opposition fredonnait une chanson dans laquelle il était question de jaune. Depuis, la couleur est devenue pour tous les Philippins hostiles au régime du président Marcos un geste de défi et un signe de reconnaissance. Ce mouvement, sans précédent depuis l'installation de la dictature il y a 18 ans, vient de recevoir l'appui de l'Église catholique, dont la hiérarchie a solennellement appelé l'armée à ne pas faire preuve de loyauté aveugle envers le président Marcos. Pour certains responsables américains en tout cas, ce qui se passe aux Philippines ressemble fort à des événements survenus en 1979, mais cette fois en Amérique centrale, c'était au Nicaragua, quelques mois avant la chute des Somoza. Au Proche-Orient, les rumeurs vont toujours bon train quant à la santé du numéro 1 syrien, le président Hafez el-Assad. Un nouvel élément à verser au dossier ce soir. La direction du parti au pouvoir dans le pays, le parti Baas, se serait réunie aujourd'hui sous la présidence justement du président Assad. Mais l'agence syrienne qui annonce cette réunion ne donne aucune précision sur l'état de santé du président syrien. Et pendant ce temps-là, au nord du Liban, la trêve demeure extrêmement fragile dans la région de Tripoli, malgré les tentatives de règlement patronnées par l'Arabie Saoudite et par la Syrie. Yasser Arafat est toujours à Tripoli et l'un de ses lieutenants a affirmé que le chef de l'OLP n'était pas prêt à quitter la ville à n'importe quel prix. Pierre Serra et Philippe Peter ont vécu ces dernières heures à Tripoli en compagnie du chef de l'OLP. Le camp de Badawi, passé sous le contrôle des dissidents, profite du cessez-le-feu pour renaître à la vie. Déjà, les femmes vaquent aux corvées ordinaires, alors que les réfugiés qui avaient fui le camp ont choisi de revenir et de réparer les dégâts causés à leur maison par les combats. Pendant que les jeunes qui ont déposé leur kalachnikov s'adonnent à leur sport favori.
Un peu comme si le peuple palestinien, qui dans sa grande majorité derrière Arafat, ne voulait pas entendre parler de cette lutte fratricide que les dissidents poussés, armés par les Syriens, veulent gagner en boutant Arafat hors de Tripoli à n'importe quel... Arafat, il dit comme ça, casser tout Tripoli. Moi, je ne pas sortir ici. Je ne pas sortir, je restais à Trabes. My aim target is to save. Mon objectif principal est de sauver la ville de la destruction. Et en fait, je me trouve dans la même situation qu'à Beyrouth l'année dernière, face à Sharon. Les dissidents disent que... Mais laissez-moi poser la question. Non. J'ai le respect de moi-même. Je ne parle pas de marionnettes. Ils n'ont pas le droit de parler? Ils n'ont pas le droit de parler. Ce sont des traîtres de leur peuple, de la révolution. Je ne leur fais pas l'honneur de parler d'eux. C'est clair et c'est ça. Vous allez aller vers le roi de Jordanie. J'ai de très bonnes relations avec lui. Il y a une décision qui a été prise à Alger au cours de notre Conseil national, et cette décision est un des principaux thèmes de notre programme politique. Il s'agit de faire une confédération avec la Jordanie. Donc c'est mon devoir de remplir notre programme politique. Mais les combats auxquels vous faites face depuis quelques jours ont dû quand même vous affaiblir, en tout cas maintenant, politiquement. Au contraire, c'est la preuve que nous sommes un des principaux facteurs de l'équation proche-orientale. Le volcan dont je parlais, ou l'éruption volcanique dont je parlais en quittant Beyrouth l'année dernière, est toujours en éruption. Nous faisons partie de cette région et nous sommes affectés par cette éruption volcanique. Mais l'éruption ne va pas s'arrêter et va couvrir toute la région. C'est Tripoli aujourd'hui qui est menacée par le déluge de fer et de feu qui a déjà ravagé le camp de Baddaoui. Depuis le cessez-le-feu, c'est timidement, dans les quartiers nord de la ville les plus menacés par une reprise des combats, que la vie reprend ses droits. Les rues proches du quartier général d'Arafat sont désertées par leurs habitants, alors qu'au centre de la ville, bien sûr, l'animation traditionnelle et commerciale réapparaît. À partir de demain, et pour la première fois dans l'histoire de la conquête de l'espace, un scientifique européen va pouvoir travailler jour et nuit dans un laboratoire un peu particulier puisqu'il va évoluer à 250 km de la Terre. Ce laboratoire, c'est le laboratoire spatial européen, plus connu sous son sigle anglo-saxon de Space Lab. Après bien des retards, il doit s'envoler demain à 17 h à bord de la navette américaine Columbia qui va donc retrouver le chemin des étoiles. Une opération attendue par les scientifiques du monde entier et qui a coûté 8 milliards de francs. Patrick Esther. Pointé vers l'espace, voici Columbia. Après un an d'une complète révision et plusieurs reports dus à des problèmes de tuyères, la première navette américaine va repartir. Cette fois, dans la soute, elle emporte le Space Lab, le laboratoire construit et financé par l'Agence spatiale européenne. Un laboratoire scientifique modulable et réutilisable. Parmi les 6 hommes d'équipage se trouve le premier astronaute européen, le physicien allemand Ulf Merbold. Cette première mission va durer 9 jours, la mission la plus longue de la navette. À Cap Canaveral, la NASA a consacré un gigantesque bâtiment à ce programme de recherche. Le Space Lab a déjà été construit à plusieurs exemplaires, dont un offert par l'Europe aux États-Unis en échange du tir dans les prochaines heures de l'exemplaire européen. Au cours de cette mission, le Space Lab, avec ses moyens de télédétection, va étudier l'environnement de la Terre et va dresser le catalogue des ressources du globe en matière première. Grâce à un planning très chargé, Ulf Merbold et son collègue américain Byron Lichtenberg vont se livrer en apesanteur à une 60aine d'expériences médicales, biologiques et métallurgiques qu'il est impossible de réaliser sur Terre. En fait, le Space Lab préfigure déjà les usines spatiales que les hommes placeront demain en orbite autour de la Terre.
Voilà de quoi rêver. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil dans le prix Alain de Goulaine. La combinaison gagnante, c'est le 14, le 3 et le 8. Une combinaison qui vous rapporte dans l'ordre et pour 5 francs, 6 669 francs. Et dans un ordre différent, 904 francs et 50 centimes, toujours pour 5 francs. Il est temps de donner un coup d'œil à la météo avec Alain Gillot-Pétré et la très violente tempête qui a soufflé la nuit dernière et ce matin encore sur l'ouest et le nord de la France. Et également le sud et maintenant l'Italie. La tempête s'en va, s'éloigne, elle se calme, calmos, mais je vous propose de regarder, de la voir sur une photo tout à fait exceptionnelle en gros plan de la météo nationale où l'on voit parfaitement, il était 13 h, la tempête qui se situait de l'Espagne au sud du pays, 120 km/h en Méditerranée, à l'Italie, à l'Autriche, et regardez l'enroulement exceptionnel jusque sur l'Allemagne. Résultat, c'est surtout la France qui a pris 155 km/h en Bretagne, 144 km/h à Caen, 101 km/h à Paris. En Grande-Bretagne, 140 km/h, en Hollande et en Belgique, 140 km/h aussi. Résultat, 1 mort en France à Gérardmer, 8 morts en Belgique, 1 en Hollande, 2 en Grande-Bretagne, dû à des chutes d'arbres sur la chaussée. Soyez encore prudents car, voyez-vous, la tempête est toujours au sud de la France et sur l'Italie, donc il peut encore y avoir des rafales sur la Méditerranée pour cette nuit. Si vous conduisez, soyez prudents, c'est la cause de tous les accidents mortels. Je vous passe les nombreux blessés et tous les dégâts matériels qu'il y a eu avec ces vents assez considérable. Voici la carte pour demain. Cela va fraîchir par le nord-ouest, mais surtout, le Mistral va se lever en Méditerranée, ce qui va dégager l'atmosphère, quelques averses résiduelles en Corse. Sur l'ouest, progressivement, le beau temps va revenir, car le baromètre sera à la hausse, mais il y aura toujours des rafales de nord-ouest assez fortes. Sur le reste du pays, du nord au nord-est, au centre et aux Pyrénées, c'est toujours du mauvais temps, avec de la pluie moins forte que cette nuit et aujourd'hui, et de la neige à partir de 1500 mètres, notamment sur les Alpes. Les températures sont en baisse, c'est normal, nous sommes passés dans l'air froid, de 10 à 11 degrés sur la moitié nord, ça reste quand même doux et au-dessus des normes, et sur la moitié sud, de 9 à 16 degrés seulement, mais c'est toujours au-dessus des normes, et c'est toujours bien agréable quand même. Demain, lundi 28 novembre, 3 minutes de soleil en moins, levé 8h20, couché 16h57, et c'est la fête de Saint-Jacques de la Marche, ne la loupez pas. Voilà, fin de cette édition. Dernier rendez-vous avec l'actualité aux environs de 23h15. Deux invités avec Hervé Claude, Francky Jordan et François Jouffa, et l'on parlera de la musique yéyé. Demain, 12h45, antenne de midi, en compagnie de Daniel Bilalian. 18h30, c'est la vie, Jean-Claude Alanic. Je vous souhaite une excellente soirée.